Bonsoir à toutes et à tous. Je ne vais pas vous assommer avec un énième cours en fin de journée. Ça ne sera pas du tout conceptuel. Il faut vraiment le voir comme un témoignage de la part d'un praticien de politique publique de transition. Et donc, ce soir, ne vous attendez pas à un cours académique. N'hésitez pas à m'interrompre aussi, on n'est pas si nombreux que ça, donc on peut aussi débattre. Je ne vais pas vous assommer pendant 1 heure. Juste quelques mots de présentation, pour que vous, ce n'est pas pour le plaisir de me présenter, mais pour que vous compreniez bien où je me situe. Puisque moi, finalement, je suis un ingénieur du corps des ponts, j'ai un parcours 100% public, et pourtant je travaille depuis le début de ma carrière qu'avec des entreprises, en permanence. Et c'est ce dialogue en fait très exigeant entre public et privé dont je veux vous parler ce soir et qui, à mon avis, est au cœur des enjeux de transition et qui peut réconcilier le capitalisme et la durabilité. Alors juste pour mon parcours, moi j'ai commencé côté recherche. J'ai fait une thèse en économie du climat d'abord dans le cadre du corps des ponts et j'ai beaucoup travaillé sur le lien entre les politiques monétaires et le climat. Alors à l'époque, il y a 15 ans, ça paraissait très ésotérique. Les camarades au Trésor disaient « Non mais de quoi tu parles Baptiste ? Le climat c'est un sujet sectoriel, ça n'a rien à voir avec de la macroéconomie, donc rien à voir avec des politiques monétaires ». Quand on voit aujourd'hui ce que Christine Lagarde dit depuis la Banque Centrale Européenne, on a fait un saut quantique. Et aujourd'hui, elle a des positions qui sont extrêmement engagées sur le sujet. Je ne sais pas si vous avez vu en début de semaine, non, là c'était en fin de semaine dernière, le Crédit Agricole s'est fait épingler par la BCE parce qu'ils ne sont pas allés assez loin dans la transparence sur leurs risques climatiques. Donc aujourd'hui, le régulateur européen, la BCE, est ultra sérieuse sur ces sujets-là et a bien compris que c'est dans son mandat, parce que son mandat c'est de protéger les prix, protéger l'économie européenne contre l'inflation, le climat, la transition énergétique, les crises énergétiques, ça a des conséquences macro, et donc ça fait partie du mandat de la BCE. Donc ça, c'était le début, le travail en plus de recherche. Ensuite, moi, j'ai migré au ministère, d'abord dans une position dans l'administration centrale, où je préparais la COP21, j'étais économiste du climat, et je faisais dialoguer en fait l'équipe de négociation climat avec des académiques, avec des experts en dehors du ministère, pour nourrir en fait ce qui allait être l'accord de Paris. Puis ensuite, j'ai eu une position plus politique, où là j'ai rejoint les cabinets ministériels. J'étais d'abord conseiller économique de Nicolas Hulot, puis j'étais directeur de cabinet d'Elisabeth Borne et de Brune Poirson, où là j'étais plutôt côté vraiment régulateur. J'ai notamment piloté la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Donc là, c'était un autre volet où j'ai beaucoup travaillé avec les entreprises. Petite anecdote, d'ailleurs, à l'époque, le patron du MEDEF, c'était Roux de Bézieux. Et il m'avait dit un jour, Baptiste, avec ta loi là, sur l'économie circulaire, j'ai jamais mis autant de staff du MEDEF sur une loi. Parce qu'on avait touché tellement de secteurs de l'économie qu'en fait, le MEDEF avait pris très au sérieux cette loi environnementale. Donc ça, c'était jusqu'en 2020. Et puis ensuite, là, j'ai rejoint l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique. Donc c'est un peu le bras armé de l'État pour mettre en œuvre les politiques environnementales. On a 2 grands métiers à l'ADEME, l'expertise et le financement. Donc on fait beaucoup de travaux, soit des travaux d'expertise sectorielle sur l'industrie, sur les transports, sur le bâtiment, sur l'économie circulaire. On fait des travaux de prospective aussi, de projection, qu'est-ce que ça veut dire pour l'économie française d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et puis on a un volet financement, où là on a un budget chaque année, en gros c'est un peu plus de 3 milliards d'euros par an, pour accompagner les collectivités, mais surtout les entreprises dans la décarbonation. Et donc ça se sait peu, parce que c'est peu raconté par le gouvernement, mais il n'y a jamais eu autant d'argent public en France pour accompagner la transformation écologique des entreprises à travers notamment ces financements qui sont gérés par l'ADEME. Donc voilà, c'était juste pour vous situer moi mon parcours et d'où je parle pour parler d'entreprise, de capitalisme, de durabilité, alors que je n'ai jamais mis le pied dans une entreprise. Alors, quand on voit capitalisme et durabilité, on peut se dire qu'il y a peut-être un oxymore, il y a peut-être quelque chose qui est un peu étonnant. Si
on prend le capitalisme, hein, avec une définition un peu brutale, qui serait de maximiser le profit pour les actionnaires, hein, du point de vue d'une entreprise, alors que la durabilité, là, on pense tout de suite à des enjeux plus collectifs, comment intégrer les externalités, comment finalement on peut dégrader la rentabilité, a priori, pour intégrer des sujets de cohésion sociale, des sujets environnementaux. Donc on peut se dire que là, il y a une sorte d'oxymore. Et moi, là, mon message principal, ce que je veux que vous reteniez ce soir, c'est que, étant donné l'urgence des problèmes qu'on a à gérer devant nous, que ce soit les sujets environnementaux, les sujets géopolitiques, les sujets de cohésion sociale, en fait, on n'a pas le luxe d'attendre le grand soir pour agir. Et que finalement, tous ceux qui vous disent non, le prérequis pour l'action, c'est faire tomber le capitalisme, parce que le capitalisme, intrinsèquement, c'est ça qui est destructeur de la planète, destructeur de la cohésion sociale, cela, en fait, c'est un prétexte pour ne pas agir. On n'a pas le luxe, vraiment, d'attendre ce grand soir. Et moi, ce que je veux vous montrer, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a tous les outils pour dompter, entre guillemets, le capitalisme et utiliser la plasticité, utiliser aussi la force du capitalisme, hein, dans la création de valeur, dans la façon de créer de l'innovation aussi. On a tous les outils pour le réguler et faire en sorte qu'il se concentre, que cette énergie du capitalisme se concentre vraiment sur les problèmes qu'on veut résoudre. Et je ferai juste aussi une petite anecdote pour que vous ayez quand même les quelques ordres de grandeur en tête. En France, aujourd'hui, 46% de la richesse est prélevée par l'État, d'une façon ou d'une autre, hein, entre la protection sociale, les collectivités et le budget de l'État. Hein, c'est ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires. Donc, le capitalisme, aujourd'hui, il accepte en France que près de la moitié de la richesse soit finalement socialisée. Et ensuite, c'est la discussion démocratique qui fait comment on redistribue cette richesse qu'on a socialisée. Keynes, dans les années 30, il disait un pays où les prélèvements obligatoires dépasseraient 30%, c'est un pays communiste. Donc vous voyez, on est bien plus loin des 30%, on est à 46% aujourd'hui. Est-ce qu'on est dans un pays communiste? Pas vraiment, mais c'est pour vous dire que le capitalisme tel qu'il est aujourd'hui en Europe, il se laisse largement domestiquer, puisqu'on arrive à prélever près de la moitié de la richesse, et ensuite c'est au débat démocratique de définir les règles du jeu et de voir comment on peut répartir cet argent. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un message clé. L'économie, en vrai, au-delà des grandes postures, c'est avant tout un dialogue exigeant entre des acteurs privés et des acteurs publics. Il n'y a pas d'innovation sans public. Il n'y a pas de passage à l'échelle des bonnes innovations sans le secteur privé. Et donc, il faut faire très attention aux visions un peu romantiques, je dirais, où on aurait d'un côté des entrepreneurs, innovateurs géniaux qui prendraient des risques, qui créeraient de la valeur, et puis de l'autre côté, il y aurait un État qui viendrait juste prélever de l'argent, mais qui serait stratège quand même, et qui viendrait réparer un peu les dégâts réalisés par le privé, et qui répartirait l'argent pour réduire les inégalités, faire des transferts sociaux, etc. Cette vision romantique, elle est très très loin d'être vraie. Je vous conseille d'aller regarder un excellent ouvrage de Mariana Mazzucato, qui est une économiste italienne, mais qui travaille en Angleterre, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Value of Everything. Et c'est vraiment remarquable, où elle montre en fait comment il y a finalement des gens qui créent de la valeur, et bien souvent en fait c'est le public. Hein. La recherche publique, c'est celle qui va faire des vraies disruptions. La recherche privée, souvent, elle vient optimiser des choses, elle vient optimiser parfois des gadgets qui ne servent pas à grand-chose, mais la vraie recherche qui crée des disruptions, elle est financée par le public, parce qu'il y a trop de prise de risque, de toute façon. Donc ça, elle montre à quel point, que ce soit dans la Big Pharma, que ce soit sur les sujets énergétiques, les grandes innovations, elles viennent de la recherche publique, mais ensuite la transformation de l'innovation en innovation qui a une utilité sur le marché et qui peut être passée à grande échelle, là, il faut les ressorts du privé, etc. Donc c'est là où elle a fait la distinction, elle, entre ceux qui produisent la valeur et ceux qui extraient la valeur. Et c'est vrai que parfois, le secteur privé est très bon pour extraire la valeur qui est créée par ailleurs, mais donc c'est pour ça qu'il faut réguler. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, la semaine dernière, il y a eu une petite passe d'armes assez amusante entre Emmanuel Macron et Elon Musk. Je ne sais pas si vous avez vu, ils se sont répondus sur Twitter, où Emmanuel Macron a rappelé en fait que le succès d'Elon Musk, c'est très largement dû à des énormes subventions publiques, à des politiques publiques. Pourquoi Tesla cartonne
dans les années 2010, au tout début des années 2010, parce que l'État californien met en place des normes drastiques sur les émissions des véhicules et demande en fait aux constructeurs de voitures d'atteindre ces objectifs. S'ils ne les atteignent pas, ils doivent donner de l'argent, transmettre une sorte de quota à ceux qui vont au-delà. Et comme Tesla est 100% électrique, reçoit un maximum finalement de soutien des constructeurs qui n'étaient pas encore au niveau. Et donc finalement Tesla, son succès repose sur une politique publique, sur une vraie régulation. Pareil pour SpaceX. S'il n'y a pas les commandes de la NASA, SpaceX, ça n'existe pas. Et donc il y a eu une petite passe d'armes où après Elon Musk a dit oui, mais si on fait la somme de toutes les subventions que j'ai accumulées, finalement c'est qu'une toute petite partie de la valorisation boursière de toutes mes entreprises. D'accord, mais bon, la valorisation boursière aujourd'hui, elle est très déconnectée aussi des revenus réels, alors que les subventions, c'est de l'argent sonnant et trébuchant qui a été donné au bon moment pour stimuler l'innovation dans les entreprises d'Elon Musk. Donc voilà, donc, attention aux visions romantiques, c'est toujours plus compliqué, c'est toujours du public-privé, en fait, l'innovation. Dans mon intervention, je vais avoir 4 points principaux. D'abord, vous faire un petit cadrage des défis, pourquoi le business as usual n'est plus une option, et comment, en fait, on peut justement, avec du leadership politique, du leadership économique, les entreprises que vous contactez avec votre association, comment, avec ces acteurs-là, en fait, on peut changer les règles du jeu. Je ferai un deuxième point sur la finance durable. Je ne ferai pas une longue histoire, la finance durable, je vais essayer de la faire courte, mais pour vous montrer, est-ce que c'est une illusion, est-ce que c'est juste une illusion pour masquer du greenwashing, ou est-ce que ça peut vraiment être un levier de transition? Et puis je vous expliquerai toutes les batailles de normes qui existent aujourd'hui à l'échelle internationale sur la finance durable. Ensuite, je vous parlerai de quelques outils qui existent déjà et qui sont vraiment dans la boîte à outils des entreprises, pour des entreprises qui veulent s'engager dans la transition et qui veulent faire le travail très concret de se mettre des métriques pour se donner des trajectoires et puis les suivre, mesurer leur progrès, etc. Il y a plein d'outils qui existent déjà et des entreprises qui les utilisent. Et puis enfin, je vous parlerai de ce que j'appelle le business plan public-privé de la transition à travers une illustration, celle de la décarbonation de l'industrie lourde. Parce que là, à l'ADEME, on est opérateur de la décarbonation de l'industrie lourde, et je trouve que ça illustre bien comment on peut aller décarboner l'acier, décarboner le ciment. Ça ne se fera pas tout seul, il faut du public privé. Alors, petit élément de cadrage. Voilà, je vous ai dit que je ne ferai pas de concept, mais j'aime bien commencer quand même par 2 citations. Première citation de Milton Friedman. Je ne sais pas si vous connaissez Milton Friedman, c'est un économiste américain qui a été très 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 influent dans la révolution néolibérale aux États-Unis. Il a son prix Nobel dans les années 60, c'est un des premiers à avoir le prix Nobel dans un contexte de guerre froide. Il y a le bloc soviétique, le bloc l'Amérique, c'est aussi un penseur de l'économie, enfin de la liberté, on va dire. Donc c'est quelqu'un qui a été beaucoup caricaturé, mais qui a vraiment établi la doxa du capitalisme aux États-Unis dans la révolution libérale de Reagan dans les années 80 et puis Thatcher côté Angleterre. Et donc Milton Friedman, il dit, c'est quoi la responsabilité d'une entreprise finalement? Et il dit fondamentalement, la responsabilité d'une entreprise, elle en a une seule, c'est de maximiser le profit pour ses actionnaires dans le cadre de règles du jeu, et donc dans le cadre de règles du jeu qui sont aussi régentées par le free market, par donc un marché libre et ouvert. Et il dit tous les autres sujets, la cohésion sociale, les enjeux environnementaux, ça c'est du ressort du débat démocratique. Il ne faut pas faire porter aux entreprises cette responsabilité-là. Les entreprises, elles agissent dans un cadre défini pour maximiser le profit dans ce cadre. Donc ça, c'est dans les années 70, c'est vraiment ça qui va un peu cadrer la vision du capitalisme aux États-Unis, en Angleterre, puis ça aura évidemment des échos dans toute l'Europe. Ensuite, 50 ans plus tard, en 2020, j'ai eu la chance d'accompagner mes ministres à Davos, et là, il y avait une grande conférence aussi d'un professeur anglais à la Business School de Londres, Colin Mayer, qui donne une grande conférence sur le capitalisme et sur la responsabilité des entreprises, et qui dit, mais en fait,
le purpose, donc comment on dit, le but des entreprises, c'est de produire des solutions profitables aux problèmes des gens et de la planète. C'est ça qui doit vraiment driver les entreprises, c'est de se dire, voilà, il y a des grands problèmes devant nous, comment trouver des solutions profitables qui permettent de les régler. Et donc, on voit à 50 ans d'intervalle, là, on voit qu'il englobe dans la responsabilité de l'entreprise des enjeux qui sont bien extérieurs à l'entreprise, hein, et donc beaucoup plus de parties prenantes, des enjeux de société. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 1970 et 2020 là, pour qu'il y ait, alors que c'est vraiment des penseurs du capitalisme, une vision qui peut paraître radicalement différente? Bon, évidemment, il y a eu plein de crises, la crise climatique, évidemment, les multiples crises énergétiques, des crises sociales avec les gilets jaunes, par exemple. C'était juste après les gilets jaunes que Colin Mayer parlait. Et puis maintenant, bon, voilà, les guerres, c'est ce moment de polycrise. Et donc, il y a eu la prise de conscience que finalement le business as usual n'était plus une option. Et ça, vraiment, il y a à la fois, je dirais, le business case de la transition qui a été fait au niveau macro. Je vous conseille le rapport Stern en 2007 hein, qui dit clairement si on investit 1% du PIB, on s'évite 5 à 10% de coûts des dommages climatiques. Donc c'est rentable de résoudre le problème climatique. Depuis, il y a eu plein d'autres travaux dessus. L'ADEME en a publié, la Banque de France, la Cour des comptes, le Trésor. Enfin, tout le monde est d'accord en fait que les coûts de l'inaction l'emportent sur les coûts de l'action. Même si là, je ferai juste un petit bémol sur ce sujet. À l'échelle de la France, les coûts de l'inaction, c'est l'inaction des autres. On pèse 1% des émissions du monde. Donc, ce n'est pas parce qu'on agit, nous, à fond en France, qu'on va se protéger contre l'inaction du reste du monde. Donc, il faut qu'on trouve des raisons supplémentaires à l'action. Et en fait, il y a plein d'entreprises, notamment celles qui sont le plus dépendantes des énergies fossiles, qui voient déjà un lien très fort entre leur compétitivité et la décarbonation. Quand, juste après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y a les prix du gaz qui font x10, il y a tout un tas d'industriels qui mettent la clé sous la porte parce qu'ils sont juste coincés, complètement dépendants par ces prix du fossile. Ceux qui ont pu se décarboner auparavant, s'électrifier, n'ont pas du tout eu les mêmes conséquences. Et donc ça a été bien perçu. Cette volatilité des prix du gaz, volatilité aussi du prix du carbone, c'est vraiment devenu un risque pour certains. Et donc, se décarboner est devenu un sujet de compétitivité. Et c'est vraiment l'agenda européen en ce moment sur l'industrie, dans le Clean Industrial Act. C'est vraiment ça, c'est un agenda de compétitivité et de décarbonation. Après, il y a plein de petits acteurs industriels, et nous, on les voit tous les jours à l'ADEME. Là, on vient de finir un tour de France du monde économique pour présenter en fait l'offre de l'ADEME aux entreprises. Et à chaque fois, on va dans chaque région et on a une centaine de dirigeants d'entreprises qui viennent nous voir. Et souvent, ils nous disent, moi, je ne viens pas parce que je suis convaincu de l'écologie, je ne viens pas pour sauver le climat, je viens juste pour sauver mon business. Je vous donne un exemple. Par exemple, un verrier là, est venu nous voir, il fabriquait des flacons, et notamment des flacons pour des marques de parfums de luxe qui lui ont dit, nous, en 2030, on sera décarbonés. Donc soit tu nous, et comme tu appartiens à mon scope 3, hein, à mes émissions indirectes, tu es dans ma chaîne de valeur, soit toi tu te décarbones et tu restes référencé, on continuera à acheter tes flacons, soit tu n'es pas décarboné et on ira voir ailleurs. Et donc pour lui, c'était devenu un sujet existentiel, ce n'était pas pour sauver le climat, c'était juste pour sauver son entreprise. Et donc il venait nous voir sur quelle méthodologie il pouvait utiliser, à quelle aide il avait le droit, etc., par quel bout commencer pour changer ses fours de verrier. Donc voilà où on en est. Le business case, il est fait au niveau macro, il est de plus en plus fait au niveau micro. Après, ça va dépendre des secteurs. Parfois, c'est juste un coût supplémentaire, il faut aussi l'admettre. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le changement, il n'est pas spontané. Les gens, ils ne vont pas spontanément se dire je vais surinvestir pour me transformer. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut, à un moment donné, qu'il y ait des engagements pris par les entreprises, qu'il y ait la régulation qui vienne embarquer aussi tous ceux qui ne seraient pas au même niveau d'action. Et c'est toute la
la théorie du changement qu'on avait développée au cours des One Planet Summit que Emmanuel Macron avait convoqué. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous étiez encore très jeune à l'époque, mais en 2017, quand Trump est arrivé pour la première fois au pouvoir, première chose qu'il fait, déjà, c'est ce qu'il a refait là l'année dernière, c'est qu'il est sorti des accords de Paris. Il sort de l'accord de Paris, et donc le soir même, où Trump annonce qu'il sort de l'accord de Paris, il y a Macron qui lance un appel « Make our planet great again ». Voilà, vous avez compris l'allusion. Et il dit « Dans 2 mois, on va réunir à Paris tous les acteurs privés, en particulier les acteurs financiers, qui croient encore au climat et qui vont montrer qu'on peut faire des coalitions dans tous les secteurs pour montrer en fait, que le business il est prêt à agir concrètement sur le climat ». Et donc à l'époque, Emmanuel Macron confie à Brune Poirson, qui était secrétaire d'État à la transition écologique, le soin de monter ces One Planet Summit et de créer des coalitions. Des coalitions à la fois donc, de régulateurs, donc on a créé une coalition de banques centrales sur le climat, et la Banque de France a été très active sur le sujet. On a créé des coalitions sectorielles. Par exemple, dans l'agro-industrie, on a demandé à Emmanuel Faber, qui à l'époque était patron de Danone, de rallier autour de lui en fait 20 à 25% de l'agro-industrie pour prendre des engagements sur le climat et la biodiversité. On avait demandé à François-Henri Pinault, le patron de Kering, de rallier aussi pareil 20% de l'industrie de la mode pour prendre des engagements. Et avec l'idée que quand on arrive à rallier des mainstream comme eux, enfin des grands groupes, et avec une masse critique autour de 20%, 20-25% du marché, ça envoie un signal très puissant aux régulateurs en disant vous pouvez mettre la barre de l'ambition au niveau de ces engagements puisque des grandes entreprises sont déjà prêtes à y aller. Et donc sur cette base là des One Planet, moi j'en ai tiré, c'est une théorie du changement qui n'est pas du tout étayée par des études scientifiques, c'est vraiment mon témoignage à moi. Pour moi, il y a 3 catégories d'acteurs. Il y a d'abord ce que j'appelle l'avant-garde, les pionniers, ceux qui vont aller chercher vraiment des business de l'impact très poussés, qui vont aller essayer de transformer l'impact en business, comme toutes les petites startups qui se sont créées, qui ont maintenant beaucoup grossi sur le gaspillage alimentaire, sur l'économie du réemploi, sur des sujets plus d'impact sociaux, dans le médico-social, etc. Donc ça, c'est l'avant-garde, et par définition, l'avant-garde, c'est pas très nombreux, c'est 2% des acteurs. Mais c'est important, parce qu'ils tracent des chemins, ils montrent que c'est compliqué l'impact, mais on peut faire du business avec l'impact. Ensuite, il y a ce que j'appelle les mainstream engagés. Donc là, c'est les Emmanuel Faber, les Paul Polman, patron d'Unilever à l'époque, qui sont à la tête de grosses boîtes et qui montrent que par rapport à leurs concurrents, ils sont capables d'aller beaucoup plus loin. Et ceux-là, ils sont clés. Parce que ceux-là, ils sont crédibles, parce qu'ils sont gros, et donc ils envoient le signal au gouvernement, aux régulateurs, que le gouvernement peut être plus ambitieux. Et puis enfin, il y a les 75% restants, c'est ce que j'appelle les agnostiques, ceux qui de toute façon ne répondent qu'à la régulation. Et là, pour ceux-là, il faut la voiture balai de la régulation, sinon ils ne bougeront jamais. Donc ça, mais par contre, c'est important qu'il y ait eu les mainstream engagés pour donner à peu près le signal de où peut se situer la régulation. Mais il ne faut pas oublier que la majorité, la très grande majorité, c'est les agnostiques, c'est ceux qui ne bougent que si on les force à bouger. Et c'est là où il faut qu'il y ait un régulateur crédible, et c'est tout l'art de la régulation. Et cette régulation, en fait, on a eu un moment un peu magique, je dirais, même l'ADEME, dans ses rêves les plus fous, n'aurait pas imaginé ça, c'est le moment du Green Deal. Donc, après le Covid, vous savez, il y a des plans de relance au niveau européen, il y a des plans de relance dans tous les pays, et puis il y a la Commission européenne qui pose une vision de à quoi doit ressembler la prospérité européenne dans les prochaines années. Et donc, elle lance des chantiers législatifs à une vitesse remarquable sur absolument tous les sujets de la transition. Alors, il y a des sujets d'abord sur la finance, il y a des sujets sur l'économie circulaire, sur les transports, sur l'agriculture, ils ne sont pas allés assez loin sur l'agriculture, mais quand même sur l'industrie. Donc elle lance des chantiers, donc le Green Deal, c'est vraiment quelque chose qui aurait pu prendre 25 ans, mais en 2 ans, il y a 25 lois qui sont passées et qui donnent vraiment ce cap très clair de la régulation.
Et c'est un moment où, le MEDEF, tous les représentants d'intérêt, il n'y a plus de discussion sur les objectifs. La discussion, après, elle va être sur les moyens pour atteindre ces objectifs. Mais la loi européenne, c'est ce qui fait foi pour le business. Nous, on peut s'amuser en France parfois à être un petit peu plus ambitieux pour être un peu l'aiguillon de la loi européenne, mais à la fin, ce qui fait la loi, parce qu'on a le marché unique, c'est quand même la loi européenne. Donc ça, c'est un signal ultra puissant qui est envoyé. Alors on peut se dire qu'on est dans un moment aujourd'hui, on parle beaucoup de backlash écologique, où il y a quelques, alors je ne dirais pas de renoncement ou de recul, il y a une transformation du narratif, il y a une transformation un peu de l'agenda, et c'est vrai que les menaces sont aussi de nature un peu différente, les menaces géopolitiques en particulier, ce qui fait qu'on met beaucoup plus l'accent sur les sujets de souveraineté, sur les sujets de résilience. Et donc les sujets d'économie circulaire ont toujours le vent en poupe au niveau européen, parce que là c'est un enjeu d'accès aux ressources stratégiques. Et donc le narratif a un peu changé, mais il reste quand même qu'il y a une convergence des luttes entre les enjeux environnementaux et les enjeux de souveraineté ou de résilience. Donc voilà, ça c'est un peu le contexte global, et moi, voilà, à grands traits, ma théorie du changement avec ces différents types d'acteurs. Maintenant, quelques mots sur la finance durable. Est-ce que c'est une illusion au service du greenwashing ou est-ce que c'est vraiment un levier de transition? Alors, je ne vais pas vous faire la grande histoire de la finance durable, mais juste peut-être quelques moments un peu clés. Parce qu'au départ, la finance durable, c'est essentiellement de la finance carbone. C'était au moment du protocole de Kyoto. Il y avait l'idée que les États s'échangeraient des quotas carbone. Et donc, il y a plein d'entreprises, de start-up qui se sont créées pour dire, voilà, il y a un grand marché du carbone mondial qui va arriver. Bon, en fait, de négociation en négociation, on voit bien qu'il faudrait qu'il y ait un planificateur à l'échelle du monde. Il faudrait qu'il y ait un État mondial pour organiser un truc pareil. Et donc, il va y avoir des marchés régionaux. Il y a le marché carbone européen qui va survivre, mais dans les négociations dans les négociations climat, dans les COP, tout ça va finir par un échec à Copenhague en 2014, où donc il n'y aura pas un grand marché mondial du carbone. Et donc c'est là où la France annonce qu'elle va prendre non, c'était en 2012 Copenhague. Et la France annonce alors qu'elle va prendre le relais pour accueillir en 2015 la COP 21, et avec un changement d'approche un peu radical, où elle va faire monter le sujet progressivement de la finance durable. Et il y a des moments clés, en particulier en 2015, juste avant la COP, il y a un discours qui est prononcé par Mark Carney, qui est aujourd'hui le Premier ministre du Canada, mais à l'époque, il était gouverneur de la Banque d'Angleterre. Et donc, c'est en septembre 2015, il donne un discours, un gala annuel de la Lloyds, c'est une grande banque d'affaires anglaise. Il a un magnifique smoking, il ressemble à George Clooney, il est très beau. Et il donne un grand discours devant tous ces gens très sérieux, parce que c'est des financiers de la City, et il leur parle de la tragédie des horizons. Et il va leur parler de climat, en fait, pendant 1 heure, et il parle de la tragédie des horizons. Et la tragédie des horizons, c'est quoi? C'est en fait ce décalage entre l'horizon des investisseurs, l'horizon de la finance, qui peut être de la milliseconde au trimestre. Tout le monde est rivé sur les résultats boursiers trimestriels, c'est déjà le long terme, le trimestre, pour certains acteurs financiers. Mais en tout cas, l'horizon ne dépasse jamais 2-3 ans, l'horizon d'une entreprise, surtout les entreprises cotées. Or, on voit bien que les horizons du climat, ça demande de planifier des infrastructures, ça demande de se projeter à 15, 20, 30 ans. Donc c'est ce qu'il appelle la tragédie des horizons, qui est fondamentalement un problème clé pour aligner les enjeux de long terme avec les enjeux de plus court terme de la finance. Et c'est un sujet que le régulateur financier doit avoir en considération. Et puis, il va aussi parler de 3 types de risques. Il va faire une typologie des risques qui aujourd'hui est toujours ce qui structure la pensée des régulateurs. Le climat, il apporte 3 types de risques. Un risque physique, ça c'est tous les risques des impacts en fait du changement climatique, on le voit là tous les jours, que ce soit les inondations, ces avalanches extrêmes. Enfin, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Donc il y a les impacts physiques, qui est un vrai sujet pour les assureurs. Il y a les risques de transition, ce qu'il appelle le risque de transition, et c'est ce qui fait bouger le plus, j'y reviendrai. Et puis les risques juridiques, le risque d'être en fait poursuivi en justice.
Alors, il y a des grandes compagnies pétrolières qui sont poursuivies en justice pour inaction climatique, le fait qu'on ne peut pas dire qu'elles ne savaient pas, etc. Et ça, il anticipait déjà à l'époque que ça pouvait devenir un risque très sérieux pour des entreprises. Mais le risque principal, et celui qui fait bouger, c'est vraiment le risque de transition. Le risque de transition, c'est quoi? C'est le risque d'avoir des actifs qui ne valent plus rien un jour. Typiquement, si on est une entreprise qui produit de l'électricité à base de charbon, et que tout d'un coup, il y a un prix du carbone qui devient très élevé, comme le prix du carbone sur le marché européen, par exemple, et ben, l'actif qu'on a, nos centrales à charbon, est complètement déprécié, vaut plus rien. Donc là, c'est un risque de transition. Et donc, la question, c'est à chaque fois, quel va être finalement quel va être l'impact sur mes actifs des changements climatiques, mais aussi des changements de régulation, potentiellement. Donc, il y a ce discours. Il y a aussi les assureurs qui vont rentrer dans le jeu avant la COP21, et notamment le patron d'AXA de l'époque, Henri de Castres, qui fait un grand discours à l'UNESCO juste avant la COP21, où il va dire « Moi, je suis un des grands assureurs, le plus grand assureur européen, un monde à 4 degrés, je ne sais pas assurer. » Et donc ça va commencer à faire son chemin aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, un monde à plus 4 degrés? Si les assureurs n'y vont plus, bon, comment on va faire? Donc là, il y a des gens très sérieux, le banquier central de la Banque d'Angleterre, le patron d'AXA qui disent « Attention, il y a un sujet ». Et puis la COP21, donc voilà, il y a un grand succès diplomatique français. Dans son article 2, l'article 2 de l'accord de Paris dit il faut viser une redirection de l'ensemble des flux financiers vers les objectifs du climat et du développement durable. Alors bien sûr, l'ONU n'a aucun mandat sur la régulation du système financier. C'est le FMI, c'est le G20, c'est le club des banques centrales, etc. Mais en tout cas, ce qui était très important, c'est que dans l'accord de Paris, cet objectif-là, il va ensuite être saisi par les enceintes du multilatéralisme qui peuvent s'occuper des sujets financiers. Donc il y a des coalitions de ministres des Finances qui vont apparaître, il y a cette coalition des banques centrales, il y a le G20 qui va en faire un sujet, le FMI va se saisir du sujet. Et donc ça c'est très important parce que tout d'un coup c'est plus simplement la communauté du climat, les hippies du climat qui s'occupent du sujet, c'est les gens très sérieux qui s'occupent du système financier. Et donc ça c'est clé et c'est ce qui fait que en fait la finance durable va un peu se mainstreamer. Ensuite, il y a l'Europe qui va avoir un agenda très, très ambitieux sur le sujet, avec ce qu'on appelle, vous avez sans doute entendu parler, la taxonomie. Donc c'est un peu la grammaire, le b.a.-ba de la durabilité, et qui définit qu'est-ce qui est une entreprise déjà taxonomique, donc durable, de celles qui ne sont pas. Alors, il y en a très peu qui sont taxonomiques, il n'y en a pas plus de 2%. Et c'est pour ça que maintenant, on a ajouté à cette taxonomie qui était un peu binaire, cette notion d'entreprise en transition. Parce que ce qui compte, en fait, ce n'est pas juste se dire il y a quelques entreprises déjà taxonomiques, mais c'est comment on fait pour faire transitionner la grande majorité des entreprises. Et donc, voilà, la Banque centrale européenne aussi va faire un travail assez exceptionnel pour là, sur la partie vraiment régulation des banques. Elle va imposer des stress tests climatiques aux banques, et donc elle leur impose un reporting assez serré sur leur risque climat, avec l'idée que le risque climat est un risque macroéconomique, et donc ça fait partie du mandat de la Banque centrale. Alors après, on pourrait dire, est-ce que c'est vraiment suffisant? Parce que finalement, on a créé une sorte de b.a.-ba de la finance durable, mais la finance, à la fin des fins, elle finance les besoins de ses clients, et puis elle veut de la rentabilité. Donc le sujet, c'est aussi comment transformer, changer les prix relatifs, pour parler en économiste. Et l'éléphant dans la pièce, c'est évidemment la tarification du carbone. Le jour où il y a un vrai prix du carbone, tous les prix se réajustent. Et là, la finance, elle ira financer ceux qui survivront dans un monde où il y a un prix du carbone, et ceux qui ne seront plus rentables dans ce monde-là, ils ne seront plus financés. Et puis, oui, il y a un point qui est très important aussi, vous avez sans doute entendu parler, c'est toute la réglementation qui se met en place sur l'information extra-financière. On appelle la CSRD. Alors, ça a fait beaucoup râler les entreprises. C'est pour ça qu'il y a eu une sorte d'allègement de la CSRD. Donc c'est toutes les données extra-financières que les entreprises
sur lesquels les entreprises doivent rendre des comptes, faire la transparence. Et donc, il y avait plus de 1200 points de reporting qui étaient exigés dans le cadre de cette CSRD. Donc, ça a fait beaucoup râler. Mais en tout cas, ça permettait vraiment d'avoir accès à toutes ces informations dont on aura besoin ensuite du point de vue du régulateur pour faire pivoter les business models. Et là, sur ce sujet-là, il y a une bataille de normes entre le monde anglo-saxon et le monde européen. Alors, il y a Emmanuel Faber, qui était l'ancien patron de Danone, qui a pris la tête de l'ISSB, qui est donc une extension de l'association qui gère les normes comptables internationales, donc qui est plutôt d'obédience anglo-saxonne. Et en parallèle, il y a l'EFRAG, qui est un comité européen qui définit les règles européennes de l'extra-financier. Donc ça peut paraître un peu rabat-joie, un peu technique, mais en réalité, derrière les normes comptables, derrière les normes de l'extra-financier, il y a des valeurs. Et donc c'est important qu'on ait une forme de souveraineté sur la définition de ces règles, parce que ce qui va être important dans un monde en tout cas qui est très fragmenté, c'est le moins qu'on puisse dire, ce qui va être important pour les Chinois, pour les Américains ou pour les Américains peut être très différent. Je ne vous fais pas un dessin. Et donc c'est important d'avoir un peu la main sur cette façon en fait d'évaluer ce qui fait la richesse, ce qui fait la valeur d'une entreprise. Donc voilà, ça c'était vraiment un très grand trait. Je pourrais, si vous avez des questions, revenir sur les sujets de finances durables. Maintenant, quelques mots sur les outils à disposition des entreprises. Pour vous dire, quand on est une entreprise aujourd'hui, on n'est pas dans la pampa. Il y a plein de choses qui existent pour élaborer des plans de transition, pour les mesurer et pour même se différencier par rapport à ses compétiteurs sur ce sujet. Vous avez sans doute entendu parler des Science-Based Targets, SBTI, pour les initiés. Donc ça, c'est une norme anglo-saxonne qui donne un tampon à toutes les entreprises qui ont pris les bons engagements climatiques, qui ont pris des cibles de réduction d'émissions qui sont compatibles avec l'accord de Paris. Et nous, à l'ADEME, on a complété cet outil, le SBTI, d'un outil qui va mesurer non seulement le fait qu'on a pris la bonne cible, mais surtout la crédibilité de l'engagement qu'on a pris sur cette cible. Parce qu'en fait, moi, je n'étais pas encore à l'ADEME à l'époque, mais dès 2015, les collègues de l'ADEME se sont dit ce qui aura de la valeur dans le futur, ce n'est pas tellement le fait que les entreprises aient dit nous, on prend part à la course pour le climat, on devient plus neutre que neutre sur le carbone. Ce qui va avoir de la valeur dans le futur, c'est la crédibilité de leur engagement, c'est la crédibilité de leur plan de transition. Et effectivement, depuis quelques années, ce que le régulateur demande, c'est-à-dire ce que demande la CSRD, c'est que les entreprises rendent des comptes sur leur plan de transition. Et donc, est-ce qu'elles ont bien mis les moyens nécessaires en face de leurs engagements? Est-ce qu'elles ont bien la chronique d'investissement qui est cohérente avec l'objectif qu'elles ont fixé? Est-ce qu'elles ont bien une gouvernance cohérente avec leurs objectifs? Est-ce que le patron, par exemple, son salaire, il dépend quand même de l'atteinte d'objectifs climatiques ou pas? Est-ce que vraiment il y a tous les signaux qui sont bien alignés pour atteindre les objectifs? Et donc ça existe maintenant, cette méthodologie qui s'appelle ACT, pour Accelerating Climate Transition. On a accompagné plus de 2000 entreprises déjà avec cette méthodologie, qui permet soit, donc pour les entreprises de toute taille, de construire son plan de transition quand l'entreprise n'en a pas, soit ex post, de l'évaluer, de piloter son plan de transition une fois qu'elle en a établi un. Et il y a plein de soutiens publics qui existent à travers l'ADEME pour cofinancer des accompagnements avec ces méthodologies. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, il y a une association qui s'est créée il y a 3 ans qui s'appelle les dividendes climat, les climate dividendes, qui s'est dit là aussi, aujourd'hui, si on veut embarquer le monde financier dans la conversation climatique, il faut qu'on parle le même langage que la finance. Et la finance, elle parle de dividendes. Ça parle à tout le monde. À la fin, il y a un bénéfice et puis on se répartit entre actionnaires une part du bénéfice. Ça, c'est les dividendes. Et est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose sur le climat? C'est-à-dire quand on finance des entreprises qui permettent de réduire des émissions de CO2, finalement, il y a ces émissions évitées. Comment on peut les réattribuer dans toute la chaîne de valeur et pour qu'on puisse en faire une information extra-financière et avec l'idée que les entreprises qui seront le plus capables de générer des dividendes climat
un jour, en fait, il y aura une rétroaction sur la valeur financière de ces entreprises, parce que c'est ces entreprises qui seront les plus pertinentes dans un monde décarboné. Et donc, voilà, nous, on soutient cette association à l'ADEME. C'est une métrique qui n'existe pas. Il y a plein de métriques privées qui existent, mais là, tout est évidemment open source, puisque c'est soutenu par de l'argent public. Et l'idée, c'est de créer des métriques en commun, faire des références pour qu'il n'y ait pas non plus des référentiels privés avec des acteurs qui disaient moi j'évite tout ce CO2 et je me l'attribue, alors qu'en fait il faudrait l'attribuer différemment dans la chaîne de valeur. Il y a des entreprises aussi qui utilisent un prix interne du carbone, en disant bon voilà, aujourd'hui il n'y a pas vraiment un prix du carbone, c'est le carbone qui ne sont pas soumises au marché carbone européen. D'ici il y avait un prix à 100 € par tonne de CO2, quel serait l'impact sur mon résultat? C'est très intéressant. Bon, Danone fait ça, par exemple, et on voit que les profits de Danone ne sont pas les mêmes si on met un vrai prix du carbone à 100 €. Et donc, sur la base de cette appréciation de comment la performance de l'entreprise bougerait s'il y avait un vrai prix du carbone, ils vont mettre en place des investissements correctifs pour que dans un monde où il y a un vrai prix du carbone, ils continuent à créer de la valeur. Il y a des entreprises qui ont, comme Kering par exemple, a créé une comptabilité un peu élargie aux enjeux de biodiversité, pour essayer de voir monétariser tout leur impact sur la biodiversité, en quoi ça a un impact sur leur performance économique. Donc ça, c'est aussi super intéressant. Donc il y a ces outils qui existent, et il y en a encore plein d'autres, mais pour vous dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un monde juste de l'incantation, on n'est plus dans un monde où les entreprises sont démunies. Il y a plein d'outils qui peuvent être d'ailleurs des assurances contre le greenwashing, parce que aussi pour des entreprises qui veulent se différencier par rapport à des concurrents qui ne développeraient pas ce type de méthodologie, et nous c'est vraiment ce qu'on promeut quand on accompagne une entreprise avec ACT, on lui dit avec ACT vous allez avoir une note qui permettra de vous différencier quand vous répondrez à un appel d'offres public, par exemple. Aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2026, dans tous les appels d'offres publics, il y a une clause environnementale obligatoire. Et donc, les entreprises qui veulent répondre à un appel d'offres public, elles doivent dire en quoi leur produit a plus ou moins d'impact environnemental. Si l'entreprise a fait acte, elle pourra dire sincèrement, puisque c'est une méthodologie robuste qui est certifiée par l'ADEME, qui va être mise en œuvre par je ne sais quel Big Four, Deloitte, KPMG ou EY. Et donc elle pourra rendre opposable, en fait, dans l'appel d'offres, son engagement climatique. Et puis je fais juste un petit parallèle, enfin petit aparté pour vous qui cherchez des stages ou des jobs à la sortie de l'école. Tout ce monde de l'outillage des entreprises pour la durabilité, sur ces nouvelles métriques, etc., il y a plein d'opportunités. Mais vraiment plein d'opportunités. Parce que, voilà, il faut, et maintenant, c'est plus simplement le petit département RSE sur le côté, c'est souvent même les directions financières qui s'emparent de ce sujet, et ça, c'est très important. Nous, on a vraiment des actions en direction des TAF des entreprises, parce que c'est eux qui tiennent le nerf de la guerre dans l'entreprise, et donc c'est important que ce soit eux qui se familiarisent. C'est plus simplement un rapport en annexe du rapport financier de l'entreprise, ça doit rentrer dans le cœur business de l'entreprise. Donc il y a plein d'opportunités. D'ailleurs, c'était Yves Perrier, qui est le président de l'Institut de la finance durable, qui était le patron de Amundi, qui est un grand gestionnaire d'actifs, qui me disait Baptiste, est-ce que tu sais, pendant le Gold Rush dans l'Ouest américain, qui s'est enrichi ? Est-ce que c'est les chercheurs d'or ou c'est d'autres acteurs? En réalité, ceux qui sont le plus enrichis pendant le Gold Rush, c'est les marchands de pioches et de pelles. Et donc aujourd'hui, finalement, ces acteurs qui font la durabilité, là, c'est un peu les marchands de pioches et de pelles de l'époque. Et d'ailleurs, un peu trop, les Big Four se sont fait, les EY & Co. se sont fait un peu épingler, parce qu'avec la CSRD, ils ont vu qu'il y avait potentiellement la poule aux œufs d'or, et ils ont un peu chargé la barque des entreprises avec des contrats qui étaient bien au-delà de ce que les entreprises pouvaient payer. Voilà. Je ferme la parenthèse sur ces opportunités de job. Et puis, il reste 10 minutes. Je vais vous parler maintenant, c'est mon 4e point,
de ce business model public-privé pour décarboner l'industrie lourde. Donc, comme je vous le disais, la décarbonation, ça ne se fait pas spontanément. Il n'y a pas le matin, un cimentier, il ne se lève pas en se disant je vais me décarboner. Enfin, c'est quand même compliqué de décarboner le ciment, il y a du CO2 de process, enfin, c'est quand même la face nord de l'Everest. Donc, pour qu'il y ait la décarbonation de l'industrie profonde, il faut un cocktail public-privé bien spécifique. Il faut vraiment qu'il y ait une convergence des anticipations entre les anticipations du secteur privé, la régulation, une régulation constante et crédible dans le temps, avec soit un signal prix crédible, prix du carbone, soit un signal sur les subventions publiques aussi très crédible. Et donc en France, ce qui a quand même changé radicalement la donne depuis 2022, c'est deux choses. Déjà, on a un plan. Il y a le secrétariat général à la planification écologique. C'est une innovation institutionnelle assez inédite dans le monde entier. Alors, on a une vieille histoire en France sur la planification. Mais là, le plan, il a défini, alors vous avez peut-être vu le tableau du SGPE qu'on appelle le Mondrian. Vous voyez le peintre, les tableaux de Mondrian avec ces carrés de couleurs. Et là, donc là, le Mondrian du SGPE, ça nous donne secteur par secteur avec des couleurs différentes, des tonnes de CO2 qu'il faut aller réduire dans chaque secteur. Donc au global, on a 135 millions de tonnes à aller chercher d'ici 2030. Et puis, ils ont réparti dans tous les secteurs. Puis maintenant, il y a un travail pour régionaliser ce Mondrian, voir à l'échelle des régions, même à l'échelle des EPCI, comment on peut aller descendre l'échelle de la planification. Mais ça, c'est super important parce que ça, quand même, quand c'est Matignon qui porte ce type de signal, tout le monde écoute. Et donc, tous les acteurs économiques en France ont dit, bon voilà, l'objectif, c'est d'aller chercher ces 135 millions de tonnes. Le président de la République, en 2022, fin 2022, convoque les 50 plus gros émetteurs de CO2 en France. Donc, les 50 industriels les plus gros. Et finalement, il n'y a personne qui va remettre en cause l'objectif. La négociation, ça va être de quoi vous avez besoin pour atteindre cet objectif. Et puis, si vous vous engagez, il leur fait même le pari, si vous doublez vos engagements, je double la mise d'argent public. Et effectivement, en fait, en face de cette planification écologique, on a France 2030, qui est le grand plan d'investissement de l'État, 54 milliards d'euros publics, qui est géré par Matignon. Et nous, à l'ADEME, on est opérateur de 10 milliards sur ces 54, qui sont dédiés à la décarbonation de l'industrie, globalement. Et donc, on a un plan, et on a en plus la crédibilité de cet argent sonnant et trébuchant pour accompagner l'industrie. Mais ça ne suffit pas. Ensuite, nous, on a une approche qui est à 3 niveaux. Une approche à la fois sectorielle, une approche territoriale et une approche à l'échelle des sites industriels. Donc cette approche sectorielle, c'est tous les travaux qu'on a réalisés, qu'on appelle les plans de transition sectorielle. On a fait ça sur les 9 plus grands secteurs émetteurs de l'industrie, donc l'acier, le ciment, le papier carton, la chimie, l'aluminium. Et on a regardé sur ces secteurs, entre maintenant et 2050, c'est quoi le chemin de décarbonation de ces secteurs. Et on ne l'a pas fait tout seul dans notre coin, on l'a fait avec toutes les fédérations industrielles pour qu'on ait accès aux vrais chiffres et aux vraies contraintes industrielles. Et donc, on a une discussion à la fois technologique avec les filières, une discussion qui est plus compliquée, qui est sur la demande. Donc là, c'est plus compliqué parce que finalement, la question, c'est dans un monde décarboné à 2050, quelle sera la demande en ciment ? Quelle sera la demande en acier? Alors, sur le ciment, on sait que dans un monde décarboné, il y aura moins de construction neuve. Donc, il faut faire accepter au secteur que peut-être qu'on ne va pas décarboner toutes les cimenteries, mais on va décarboner les cimenteries dont on aura besoin pour répondre à la demande en 2050. Et donc là, c'est la question de la sobriété. Comment on introduit la discussion de la sobriété avec des filières industrielles. Avec l'aluminium, là, c'est beaucoup plus feel good, parce qu'on sait que dans un monde décarboné, on aura besoin de plus d'aluminium. L'aluminium, ça a plein de propriétés intéressantes, de légèreté, etc. Donc on aura besoin d'aluminium, on aura besoin de plus produire d'aluminium. Et donc on a eu cette discussion avec toutes les filières sur une projection de la demande. Et puis ensuite, on a une discussion aussi sur le coût de tout ça. Et donc quelle doit être la chronique d'investissement pour qu'on ait en 2030, en 2035, en 2040 les bonnes technologies
qui arrivent, parce que là, pour le coup, c'est des projets de long terme, hein, ce n'est pas les résultats boursiers trimestriels. Là, on est obligé de se projeter à 15-20 ans si on veut planifier la décarbonation de l'acier, par exemple. On était en contact avec ArcelorMittal, évidemment, les annonces ont été faites la semaine dernière hein, sur le four électrique qu'ArcelorMittal va installer pour décarboner sa production. C'est des travaux titanesques qui vont s'échelonner sur plusieurs années, même sur largement une décennie. Donc on a cette discussion, et puis après on a la discussion aussi sur les politiques publiques qui permettraient d'accompagner tout ça. Alors, une discussion sur le niveau des soutiens publics, hein, comment on va mettre le bon niveau de soutien public au bon endroit. Évidemment, j'ai dit qu'il y avait 54 milliards, hein, mais l'argent public est quand même une ressource très précieuse, c'est l'argent du contribuable. On a une dette qui est passablement élevée, donc on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Donc nous, notre job, c'est d'éviter les effets d'aubaine à l'ADEME et donc de mettre juste le bon niveau de subvention publique qui va permettre en fait de déclencher l'investissement, de le dérisquer suffisamment pour qu'il y ait les décisions d'investissement qui soient prises. Et donc là, il y a cette discussion aussi avec les filières. Donc ça, c'est l'approche sectorielle. Ensuite, il faut avoir une approche territoriale. Et c'est là où, en fait, c'est pas abstrait, hein, c'est pas hors sol, l'industrie, c'est à des endroits particuliers, avec une caractéristique, c'est que l'industrie lourde, elle est très concentrée. Il y a des zones industrielles, hein, souvent près de ports, hein, les zones industrielles-portuaires, à Dunkerque, à Fos-sur-Mer au sud, à Saint-Nazaire, l'axe Seine-Normandie, là jusqu'au Havre. Il y a la vallée de la Chimie aussi au sud de Lyon. Donc il y a des zones où on sait que plutôt que d'aller décarboner usine par usine, ce qui n'aurait pas vraiment de sens, il va falloir qu'on crée des infrastructures de décarbonation. C'est-à-dire on va devoir tirer des tuyaux pour faire passer de la chaleur qui va être mutualisée entre les industriels. On va avoir besoin de tuyaux pour faire passer du CO2 ou de l'hydrogène. On va avoir besoin de câbles électriques parce qu'il y a des renforcements. Comme on va électrifier pas mal de procédés, il va falloir renforcer. Et donc là, c'est avec RTE qu'on doit renforcer le réseau électrique. Et tout ça, ça prend place sur des sols qui sont parfois la propriété privée ou parfois la propriété de collectivités. Et donc c'est là où on fait rentrer dans la gouvernance aussi des collectivités, dans ces zones industrielles bas carbone, où on va discuter des investissements qu'on doit planifier entre maintenant et 2050 pour avoir ces infrastructures, tous ces tuyaux qu'on doit tirer pour décarboner l'industrie. Et puis enfin, après on a des discussions à l'échelle de sites, puisque in fine, c'est quand même des entreprises hein, avec qui on va nous passer des contrats, à qui on va octroyer des subventions pour qu'elles se décarbonent, qu'elles changent leur four, qu'elles s'approvisionnent en chaleur renouvelable, etc. Et là, on a des appels d'offres sur la décarbonation d'industrie, sur la production d'hydrogène décarboné. Et pour vous donner un ordre de grandeur, là, cette année, on a deux poches, une poche à 1 milliard sur la décarbonation des grands sites industriels et une poche à un autre milliard sur la décarbonation de l'hydrogène. Donc voilà l'approche à ces trois niveaux, secteur, territoire et à l'échelle des sites. Voilà. Et maintenant, juste conclure, et puis après, vraiment ravi de pouvoir échanger avec vous. Message clé, la réalité, elle n'est pas manichéenne. Il n'y a pas, comme je disais au début, hein, le capitalisme qui détruit la planète et la cohésion sociale et l'État qui répare. C'est beaucoup plus complexe que ça. La réalité, c'est qu'il y a un dialogue très exigeant qui doit se construire entre le public et le privé. Alors parfois, c'est vrai que les intérêts privés peuvent avoir plus de poids que le public, mais c'est, comme je vous dis, hein, 50% de la richesse est quand même socialisée en France. Donc c'est bien que le public, l'État a un poids très fort. Et après, la question, c'est quels sont nos besoins, quels sont les gros problèmes qu'on veut résoudre fondamentalement, et ça c'est un débat démocratique à avoir, et ensuite on fixe, et après il y a l'art de la régulation pour concentrer les énergies du privé sur la résolution de ces problèmes qu'on a identifiés. Et ces moments de crise, c'est un peu malheureux à dire, mais c'est des moments aussi qu'il faut pas rater. Il y a eu le moment du Covid qui a généré le Green Deal. Là, il y a le moment, on appelle ça la polycrise, hein, évidemment, avec les crises géopolitiques, les guerres commerciales, etc. C'est aussi un moment où, finalement, on peut changer les règles du jeu.
Et c'est ce qu'on essaie de faire là, à l'échelle européenne. En tout cas, le président lance des nouvelles idées sur émettre de la dette en commun. Il y a le rapport Draghi, je ne sais pas si vous l'avez regardé, hein, qui est vraiment, je vous conseille, hein, c'est remarquable. Ça doit vraiment faire sursauter tout le monde pour dire il faut que l'Europe se réveille. On est en train de sombrer si on ne se prend pas en main. Il y a de la bonne dette à aller chercher pour investir dans le futur, pour investir dans la souveraineté et la compétitivité du modèle européen où la protection sociale a une très grande place et où c'est important, ça fait partie de nos valeurs européennes. Si on ne veut pas perdre tout ça, il faut transformer la régulation. Donc dans ces moments de crise, c'est aussi ces moments où on peut faire bouger les lignes. Donc c'est des moments à ne pas rater. C'était Churchill qui disait « il ne faut jamais rater une bonne crise ». Je crois que c'est très important en ce moment. Et donc, dernier message, peut-être, c'est « s'il vous plaît, ne désertez pas ». Alors, je sais que ça a pu être à la mode les dernières années, dans certaines remises de diplômes. Il y avait des étudiants très courageux, d'ailleurs. Je salue la démarche individuelle, hein, qui disait non, nous, on ne veut pas de ces diplômes, on ne veut pas aller travailler pour ce système-là. Pour moi, aujourd'hui, déserter, c'est immoral, au sens kantien. Je vous ai dit, je ne ferai pas trop de concepts, mais on ne peut pas généraliser. Imaginez que tous les ingénieurs de France désertent. Oublier la transition. On a tellement d'innovations à aller chercher, et ce n'est pas forcément du high-tech, c'est juste l'innovation, elle peut être organisationnelle, elle va être dans les nouveaux business models, etc. Ne désertez pas. Vous avez la chance d'être la génération qui est formée à ces enjeux. Moi, ma génération, a fortiori celle d'avant, en fait, c'était complètement sous les radars. C'était considéré comme un sujet sectoriel. Moi, quand j'ai fait ma thèse en économie du climat, mes copains vrais économistes disaient « Non, mais qu'est-ce que tu vas faire là-dedans ? C'est pas sérieux, l'économie du climat. » Aujourd'hui, vous êtes formés à ces enjeux. Tout le monde sait que c'est sérieux. Il y a des outils qui existent. Donc, saisissez-vous de ces formations. Il y a des jobs à la clé. Et je me répète un peu aussi, la bonne nouvelle dans ce moment un peu de backlash, c'est qu'en réalité, moi, je vois vraiment une convergence des luttes entre l'agenda qui existe au niveau européen sur la souveraineté, la compétitivité, et l'agenda environnemental. Aujourd'hui, faire de la sobriété, c'est sans regret. On est dépendant à hauteur de 60 milliards d'euros par an d'énergie fossile. S'indépendantiser des ressources fossiles, c'est sans regret d'un point de vue économique et d'un point de vue de souveraineté, et c'est évidemment très bon pour le climat et l'environnement. Aller plus vite, plus fort sur l'économie circulaire pour avoir des chaînes de valeur plus résilientes, et c'est ça l'agenda européen du moment, c'est sans regret, il faut le faire, c'est de la bonne économie, et en plus ça a des impacts environnementaux importants, ça réduit nos dépendances aux ressources. Donc voilà, on est dans ce moment où c'est vrai que certains partis politiques sont en train de recliver sur le sujet de l'environnement, et nous, à l'ADEME, on a été depuis un an l'objet d'attaques très très virulentes, en particulier par la fachosphère, qui a voulu faire de nous un peu des hippies du climat, complètement déconnectés, des gauchos qui ne comprennent rien à la vraie vie des gens. Donc c'est vrai, il y a ça, il y a cette politisation qui existe, mais en réalité, quand on regarde les fondements de l'économie, c'est pas grave si on ne parle plus de climat, si on ne parle plus de biodiversité. Parlons de résilience, de souveraineté, et il y a une vraie convergence des luttes. Il y a un intérêt objectif à faire tout ce que je vous ai dit, même si on ne parle pas de climat. Voilà, je m'arrêterai là, et à votre disposition. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ? Merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez parlé de finances et de politique monétaire. Ce sera le sens de ma question. On voit depuis quelques années une réduction des investissements verts publics ou de certains dispositifs. Je pense à MaPrimeRénov' pour des raisons budgétaires, pour des arbitrages budgétaires. Et donc, je me demandais si vous seriez favorable pour une forme de retour à ce qui existait pendant les 30 Glorieuses, donc le circuit du Trésor, qui permettrait de sortir un peu de cet arbitrage budgétaire qui nous enferme un petit peu, mais qui donc demanderait
un ajustement énorme en termes de ce qu'on a créé avec l'Europe et la BCE? Très bonne question. Alors, déjà, premier élément de réponse, et ça je tiens vraiment à ce que ça rentre dans votre tête, hein, il n'y a jamais eu autant d'argent public sur la transition. Vraiment, jamais. Enfin, en tout cas, nous, le budget de l'ADEME, il n'a jamais été aussi élevé. Et quand on fait la somme de tout, alors bien sûr, il y a sur certaines politiques publiques, en particulier sur la rénovation du bâtiment, ça a été débudgétisé pour aller vers des programmes C2E. Donc là, c'est un peu technique, mais quand on fait la somme, il y a encore une politique publique qui est, par rapport à ce qui existait il y a 10 ans, sans commune mesure. Et après, il y a des ajustements. Après, sur les innovations, les circuits du Trésor là, que vous mentionnez, moi je pense que dans le cadre actuel, sans changer les règles, et c'est d'ailleurs pourquoi le président Macron fait la promotion de ces eurobonds pour financer nos enjeux de défense, de transition écologique et d'IA, c'est des outils qui sont déjà là. Ce n'est pas la peine d'aller chercher, parce que bon, ça peut être un peu connoté, le sujet circuit du Trésor politiquement, et ça peut, en fait, changer radicalement les règles, c'est toujours compliqué. Alors que si on se dit que dans les règles actuelles, on peut le faire, en plus la BCE aujourd'hui, elle nous aide beaucoup. Elle est plus du tout, et même, moi j'ai été très surpris de voir que le président de la BUBA, donc la Banque centrale allemande, il est favorable à l'émission d'eurobonds pour faire ça. Donc c'est un changement de paradigme incroyable pour les Allemands. Donc voilà, moi, ma réponse c'est je pense qu'on a des outils aujourd'hui existants qui permettent de faire le job. On avait fait France 2030 avec de la dette, mais c'était la bonne dette. C'était à l'époque où les taux étaient très bas, donc ça aurait été criminel de ne pas s'endetter à cette époque-là. Après, il ne s'agit pas de s'endetter pour financer du fonctionnement et des choses qui n'ont pas d'impact. Hein. Il faut être ultra rigoureux ensuite sur la mesure des impacts. J'avais fait un papier en 2020 avec Natacha Valla pour Terra Nova sur pourquoi il fallait justement s'endetter au niveau européen pour la transition écologique, pour le plan de relance, et on mettait plein de recommandations sur comment ensuite il fallait traiter cette dette, comment il fallait mesurer les impacts, et puis même jusqu'à se dire que peut-être un jour, la valeur de ces impacts pourrait faire partie du bilan de la Banque centrale. Ce serait un peu le nouvel or, nouvel étalon or autour de la valeur des impacts. Et voilà. Bonsoir, merci beaucoup pour votre conférence. Pour revenir sur la partie où vous avez parlé de tous les outils qui sont à la disposition des entreprises, vous parlez pas de labels, mais plutôt de normes qui sont imposées aux entreprises qui leur permettent d'être certifiées, entre guillemets, ou alors typiquement, vous avez dit que depuis 2026, il y a une clause environnementale obligatoire pour les appels d'offres publics. Et est-ce que vous ne pensez pas que ces clauses environnementales obligatoires, la façon dont elles sont définies, pourrait en fait faire écran à une vraie action climatique, par exemple, parce qu'une clause peut être définie et une entreprise peut respecter cette clause, mais si la clause n'est pas assez impactante et pas assez radicale, j'ai envie de dire, en fait, ça fait juste écran et ça éloigne en fait du vrai but et du vrai sujet. Non, mais effectivement, le sujet, alors il y a plusieurs points. Et d'abord, est-ce que c'est au bon niveau ou pas? Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'avant, il n'y avait pas. Donc en fait, on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Et c'est ça aussi l'art de la régulation. Si on met la régulation à une barre trop élevée trop tôt, en fait, on perd tout le monde. C'est ce qui s'est passé un peu avec la CSRD, où là, il y a un backlash monumental, et le risque, c'est de jeter le bébé avec l'eau du bain. Et donc là, on a tout perdu. Donc clairement, alors ça peut être un peu frustrant, hein, la stratégie des petits pas, entre guillemets, mais là, je trouve qu'on a créé une sorte de grammaire de la durabilité, où tout le monde apprend la gymnastique de la comptabilité de l'extra-financier, tout le monde apprend à bien mesurer ses impacts, etc. Et ça va être un sous-jacent formidable pour ensuite, progressivement, quand les conditions le permettent, et pour que les conditions le permettent, il faut qu'il y ait des mainstream, il faut qu'il y ait des gros qui soient prêts à s'engager. Et quand on en a suffisamment, là, bam, c'est le moment,
d'élever la barre de la régulation. Et cette clause, par exemple, environnementale obligatoire dans les marchés publics, après la question c'est d'accord, mais alors dans la pondération du choix in fine, ça va être combien l'impact environnemental de l'entreprise? Voilà, peut-être que c'est pas assez. Mais en tout cas, ça existe. Donc l'entreprise elle est obligée de rendre des comptes là-dessus. Si elle ne l'a pas, elle sort du marché. Et après, on poussera sans doute l'ambition. Ça prendra de plus en plus de place. Ça peut, en tout cas, prendre de plus en plus de place dans la note finale pour retenir les entreprises de ces marchés. Et moi, je suis plutôt optimiste. On va avoir le verre à moitié plein. Et après, il faut saisir la bonne opportunité. Et c'est là l'art de la régulation pour créer le bon rapport de force entre acteurs pour que tout d'un coup, augmenter la barre soit acceptable. Merci, mais parce qu'on pourrait penser que... Excusez-moi, je reprends. Parce que, on a bien compris que vous étiez pour tout ce que vous appelez les mainstream, j'ai oublié comment vous appelez. Les gros, quoi. Oui, voilà. Les mainstream engagés. Le CAC 40. Et est-ce que vous pensez que c'est pas une approche un peu trop légère? Parce que vous parlez du coup de tout ce qui est petit pas par petit pas, qu'avant ça n'existait pas, etc. Et donc là, vous avez des plans et des décisions qui vont dans 15, 20, 30 ans. Et nous, on est déjà en 2026. Et est-ce qu'on a vraiment 20 ans devant nous pour... Non, les décisions, elles sont aujourd'hui et maintenant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans le dur de la transition. Les investissements vont s'étaler sur cette durée-là. Les infrastructures dont on a besoin pour décarboner l'industrie vont prendre du temps. Mais en fait, il faut synchroniser des décisions d'investissement maintenant, sinon on est hors jeu, clairement. Et c'est pour ça que c'est aujourd'hui, c'est un moment intéressant, parce qu'on n'est plus dans cette phase où on prend des engagements, et puis de toute façon, les engagements à 2050, ça engage que ceux qui y croient. Il y en a, franchement, depuis la COP21, il y en a qui se sont fait plaisir, qui se sont fait labelliser SBTI, puis maintenant, ils se regardent, ils disent, attendez, mais fallait faire ça pour être au niveau de l'objectif. On n'y est pas du tout, on arrête. Parce qu'en rétro-planning, en fait, là, on voit bien que les décisions, elles doivent être prises aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on est dans le dur aujourd'hui. Et c'est pour ça que les entreprises ont quand même besoin de ces outils, de ces métriques, pour prendre des décisions éclairées. Et elles n'ont pas d'excuses parce que ça existe. Ici, vous parliez d'Emmanuel Faber, je crois, tout à l'heure. Et justement, si on parle de pas déserter, c'est du coup pour peut-être changer les choses de l'intérieur. Et ce que moi j'ai du mal à comprendre, c'est comment, par exemple, un ancien PDG de Danone, un ancien DG de Danone qui s'est fait virer pour avoir essayé de trop avancer sur des politiques ESG, tout ça. Comment on pourrait finalement changer les choses de l'intérieur en étant dans des postes finalement moins importants, forcément moins importants que le DG. Et donc, est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il est allé trop vite, ou comment vous voyez les choses? Ça, je vous invite à regarder. Il y a un excellent podcast qui dure 3 heures, de lui dans Génération Do It Yourself, là. Comment il s'appelle, le journaliste Stéphanie là. Il explique très bien ce qui lui est arrivé. Mais lui, alors pour le coup, il n'a pas déserté parce que justement, lui, il a pris la tête là, de l'ISSB, qui est l'organe sur les normes extra-financières de l'association IFRS, là, en se disant... Alors justement, il avait été un peu critiqué au moment où il a fait ce choix-là, parce qu'il a dit il quitte le navire européen, il va avec les anglo-saxons. Mais en fait, lui, il s'est dit, où est-ce que je veux avoir le plus d'impact? Ceux qui vont l'emporter à la fin des fins, c'est les anglo-saxons. Ils sont pragmatiques. Sur les normes comptables, c'est déjà eux qui ont plié le match au début des années 2000. Ça sera la même chose pour l'extra-financier. Et on voit qu'il a eu un peu raison, parce que nous, côté européen, avec les FRAG et la CSRD, on est allé trop vite, trop fort. Là, on a un gros backlash. Alors que lui, les normes qu'il a définies, il y a plein de pays qui les ont déjà adoptées. Alors Trump est en train de remettre en cause tout ça. Mais donc voilà, moi je pense qu'on ne peut pas douter en tout cas de la sincérité, de l'engagement d'Emmanuel Faber. Ça a été compliqué au niveau de Danone, mais après pour plein d'autres histoires, parce que finalement Danone a poursuivi ses engagements. Donc je ne connais pas toutes les histoires internes de leur conseil d'administration. Bonsoir. Merci encore aussi pour la conférence.
Alors, vous avez explicité le fait qu'on avait des outils donc potentiels de régulation, notamment pour la décarbonation des entreprises, potentiellement à l'échelle européenne. Vous avez parlé des normes de régulation imposées notamment par la BCE. Et aussi, vous avez dit que donc, la France n'avait jamais eu autant d'argent public et n'avait jamais autant investi dans la transition écologique. Maintenant, ma question, pour revenir peut-être d'un point de vue un peu plus général sur le thème du sujet, enfin le capitalisme et la durabilité, on n'est peut-être pas, nous, en France, dans le capitalisme le plus agressif qui soit, dans la mesure où on a quand même donc une part qui est largement reprise par l'État. Mais ma question, c'est surtout, est-ce qu'en réalité, on peut tendre vers une durabilité dans un capitalisme aussi agressif que nos voisins américains ou même chinois? Est-ce que les outils que nous avons, notamment sur les marchés financiers et de régulation, sont suffisants pour atteindre et rester dans les limites planétaires, même si vous dites que nous sommes dans le dur et que c'est maintenant qu'on doit réguler et que c'est maintenant qu'on doit aller sur le marché financier pour les prendre à la gorge? En soi, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse rentrer dans des objectifs de limites planétaires en faisant le jeu du capitalisme. Après, c'est pas du tout une vision manichéenne, c'est simplement de dire que, à mon sens, les limites sont déjà atteintes. Et du coup, est-ce que vous pensez que, d'un point de vue beaucoup plus global, c'est possible de faire rimer les deux choses et d'imposer, à moyen terme en tout cas, des régulations suffisantes? Alors, pour répondre de façon un peu directe, moi je pense qu'on est condamné à faire rimer capitalisme et durabilité. C'est un peu ce que je disais en introduction, je pense qu'on ne peut pas attendre le grand soir pour agir. Si on en fait un prérequis, en fait on se tire une balle dans le pied parce que il faut regarder les faits tels qu'ils sont. Et donc là, étant donné l'urgence de l'action, il faut aller très vite, très fort. Après, ce qui est vrai, c'est que le multilatéralisme, il bat de l'aile. C'est le moins qu'on puisse dire. Quand on voit les discours de Trump à l'ONU, lors de la GNU en septembre dernier, on voit bien que le monde est ultra polarisé et que notre accord de Paris, COP21, c'était une sorte de petit miracle de coordination qui peut ne pas se reproduire avant un certain temps. Pour autant, moi je crois beaucoup à des clubs de pays qui vont partager des valeurs. C'est pour ça que le niveau européen est super important. Le Green Deal, regardez les papiers de la Commission sur le Green Deal, c'est vraiment une vision affirmée de que doit être la prospérité au niveau européen. C'est des valeurs qui sont affirmées, la protection sociale, tout ça. Et donc, voilà. Après, comme je l'ai dit aussi, comme on pèse qu'une partie des émissions de CO2, en tout cas sur la partie climat, les dommages, on va s'en prendre. Ça, c'est clair. Donc, c'est pour ça que l'adaptation est si importante. Et donc, il faut qu'on prévoie toutes nos politiques publiques doivent vraiment être passées au peigne fin de l'adaptation. C'est le grand chantier du siècle, l'adaptation. Après, sur les sujets de biodiversité, qui sont parfois des sujets plus locaux, là, on n'a aucune excuse de ne pas agir. De ne pas agir sur le zéro artificialisation net, c'est criminel. On sait, en ordre 1, s'il y a quelque chose à faire, c'est stopper l'artificialisation. C'est ce qui a le plus d'impact environnemental. Et ça, c'est pas parce que Trump a décidé de rompre avec le multilatéralisme qu'il ne faut pas le faire. Donc voilà, il y a des enjeux qui sont à des échelles différentes. Certaines sont vraiment à notre main. D'autres, on est condamné à travailler avec des clubs, donc c'est de façon dégradée, forcément. Créer des jonctions entre marché du carbone, on va bricoler des trucs comme ça. Mais de toute façon, il n'y a pas un grand État planificateur mondial. Ça, il y a un rêve d'économiste de mettre un prix du carbone dans le monde et ça solutionnerait tous les problèmes. Ça n'arrivera pas. C'est même pas la peine. C'est une expérience de pensée qui est inutile, en fait. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond, mais on est condamné à être enthousiaste aussi, quoi. Sinon on déserte. Bonsoir. Moi, j'avais une question plus pragmatique. Je suis dans le domaine de la communication publique. Vous avez parlé de dialogue avec les territoires et je voulais savoir, du coup, j'avais des questions par rapport à l'accompagnement des territoires. Dans quelle mesure le pouvoir de l'ADEME, il est décentralisé? Comment concrètement
Est-ce que vous dialoguez juste avec ces territoires-là ou vous les accompagnez aussi Alors, à l'ADEME, on est organisé avec des services centraux plus sur l'expertise, qui ont une expertise nationale, et puis on a des bureaux dans toutes les régions. Et nous, c'est vraiment important d'avoir ces deux jambes pour être au plus proche des collectivités qu'on va accompagner, parce qu'on va différencier nos politiques selon les besoins du territoire. Évidemment, dans les Hauts-de-France, il y a un enjeu de décarbonation de l'industrie qui est majeur, donc on met le paquet sur le sujet. En PACA, il y a aussi la décarbonation de l'industrie, mais il y a plein d'autres sujets. Des sujets en montagne, ça va être sur l'adaptation, il y a des sujets plus prégnants. Donc on essaie d'avoir cette différenciation-là. Et surtout, on a aussi, il y a une loi qui s'appelle la loi 3DS, de décentralisation, qui permet de déléguer nos fonds à des régions qui en font la demande. Et après, donc, les régions, elles peuvent prendre une partie de nos fonds pour ensuite, si elles appliquent nos règles, parce que les régions, elles aimeraient aussi prendre nos fonds et puis en faire ce qu'elles veulent en local. Non, il faut quand même après qu'elles appliquent les règles de l'ADEME pour qu'on s'assure que ça a autant d'impact que si c'était l'ADEME qui délivrait les fonds. Donc voilà, on a plein d'outils qui existent déjà qui permettent de décentraliser notre action et qui permet aussi de mutualiser de l'expertise, parce que ça serait débile de décentraliser toute l'expertise, avoir une expertise nationale dans toutes les régions. Donc là, pour l'efficacité de l'État, il faut quand même qu'il y ait un endroit où on mutualise l'expertise. Je me demandais quelle était la part de partage de décisions entre les ingénieurs de l'ADEME et le politique. Parce que j'avais un souvenir du plan de relance post-Covid où donc il y avait 100 milliards et il me semble de mémoire qu'il y avait 8 milliards d'investis sur l'hydrogène. Et c'est une décision qui vous allez peut-être me contredire, mais qui m'avait paru être une annonce politique très, très forte, et j'avais l'impression que c'était voulu par les politiques, vu l'hydrogène, c'est encore quelque chose qui est pas extrêmement mature comme technologie. Et je voulais savoir, comment vous arbitrez, comment le partage se fait au niveau de ces grands investissements? Alors, ce qui est très clair, c'est que nous, l'ADEME, on est un opérateur de l'État. Donc on est sous tutelle de 3 ministères. Le ministère de la Transition écologique, le ministère de la Recherche et le ministère de l'Énergie qui est à Bercy aujourd'hui. Donc évidemment qu'à la fin des fins, nous on est opérateur loyal de décision de ces ministères. Mais pour être plus concret sur les fonds qu'on gère, donc ça va dépendre. Il y a des fonds qu'on gère vraiment en propre, par exemple le fonds chaleur, le fonds économie circulaire, on a nos propres règles qui sont définies avec les ministères, mais on a notre comitologie de décision, et après c'est notre conseil d'administration qui valide les plus gros projets. Et puis après il y a des fonds qu'on opère pour d'autres. C'est l'État qui nous les confie. Par exemple France 2030, c'est Matignon qui nous confie ces fonds, et donc nous on instruit, on est les experts qui instruisons, on fait des recommandations sur le go, no-go, et donc dans la très grande majorité des cas, on est suivi. Et parfois, il peut y avoir, pour des raisons qui nous échappent, et parce que le politique peut avoir une méta-rationalité qui nous échappe, notre recommandation ne va pas être suivie, et nous, on appliquera ce qui est décidé par le Premier ministre. Donc voilà, c'est un peu comme ça que se font les choses, mais c'est sûr que quand même l'instruction, et puis on a quand même on a une reconnaissance de l'État, de notre expertise, qui fait qu'on va être quand même force d'idées. On va proposer des nouveaux appels à projets, on va dire celui-là, dans le cahier des charges, il faut intégrer plutôt tel ou tel élément. Et sur le cas de l'hydrogène, c'est assez drôle parce que l'hydrogène, c'est un sujet qu'on suit depuis très longtemps, mais un peu à bas bruit. Sur l'innovation, vraiment, on avait des toutes petites enveloppes, et moi je me souviens quand j'étais avec Nicolas Hulot, il adorait l'hydrogène, il voulait qu'on fasse un grand plan hydrogène. On avait fait les fonds de tiroir de l'ADEME pour lancer un fonds à 60 millions d'euros sur l'hydrogène, c'était ridicule. Et quelques années plus tard, sur la base des mêmes arguments, des mêmes fiches de l'ADEME, le politique avait décidé 7 milliards ou 8 milliards, je ne sais plus, parce que l'Allemagne avait dit 8, il fallait faire plus. Donc là, il y avait eu un moment un peu de bulle
sur l'hydrogène, clairement. Et là, on est revenu à quelque chose de beaucoup plus affirmé et puis plus étayé d'un point de vue scientifique presque, et en termes d'expertise, hein, où l'hydrogène qu'on va soutenir maintenant, c'est vraiment la décarbonation de l'hydrogène dont on a besoin dans l'industrie. Et là, c'est sans regret, parce qu'aujourd'hui, c'est de l'hydrogène qui est très carboné. Donc, il faut, dans les process industriels, aller décarboner l'hydrogène. Et puis, l'hydrogène, on va en avoir besoin aussi pour faire les fameux SAF, hein, les Sustainable Aviation Fuel. Donc, de toute façon, il faut qu'on ait des capacités de production d'hydrogène décarboné. Il faut qu'on fasse baisser les coûts de cet hydrogène décarboné. Mais donc, c'est pas 8 milliards de perdus. Il n'y a pas eu 8 milliards. D'accord. Il n'y a pas eu 8 milliards. Il faut faire la part des choses entre les annonces. Non, après, ce qui est vrai, c'est que parfois, il y a des annonces et des enveloppes, et il y a des projets qui se cassent la gueule. Donc, par exemple, avec ArcelorMittal, ça faisait 2 ans qu'on était en discussion, et le projet sur lequel on était en discussion, on était prêt à mettre presque 1 milliard d'euros de subvention. Hein. Et en fait, quand on regardait à la tonne de CO2 évitée, c'est un investissement ultra rentable pour l'État de mettre 1 milliard sur ArcelorMittal. Et finalement, ce n'est pas ce projet-là qui s'est fait, c'est un autre projet avec d'autres poches de financement. Donc là, on a 1 milliard qui peuvent être remobilisés pour autre chose. Bonjour. Ça m'a intéressé ce que vous avez dit sur la loi zéro artificialisation nette, parce que vous disiez justement qu'il n'y avait aucune raison de ne pas le faire, de ne pas travailler sur la préservation de la biodiversité française. Et alors moi, ce que je connais un peu, parce que ce que je fais en ce moment, c'est de l'économie des transports. Et donc je sais que le foncier en particulier, c'est un outil, enfin c'est une ressource qui permet en fait d'augmenter l'efficacité du fonctionnement d'une économie. Donc je me dis, est-ce que finalement en fait il n'y a pas justement un argument contre qui serait de dire que si nous on ne fait pas plus d'entrepôts pour pouvoir augmenter nos capacités de stockage, nos capacités logistiques, les rendre plus souples, est-ce qu'on ne devient pas du coup une économie qui est moins compétitive que celle des Américains qui ont du foncier à foison, etc. et qui ne font pas le même choix que nous? Clairement, le foncier, c'est clé, c'est le nerf de la guerre, mais avant d'aller bétonner des champs en Seine-et-Marne super fertiles, il faut quand même aller regarder où sont nos réservoirs de foncier. Et quand on regarde toutes les friches industrielles qu'on a, tous les projets industriels qui sont dans les cartons, ils peuvent tenir dans ces friches. Donc en fait, évidemment, il ne s'agit plus de ne plus bétonner, de ne plus aménager, ça c'est pas possible. Mais d'avoir cette réflexion systématique sur une stratégie de sobriété foncière, où sont mes réserves foncières que je peux valoriser, quelles sont les vraies infrastructures dont j'ai besoin. Tout ça, en fait, avant, on ne se posait même pas la question. On créait des lotissements sur des champs de patates, on allait faire un nouvel entrepôt, un nouveau centre commercial, etc. Bon, là, aujourd'hui, c'est plus possible. Et on voit bien qu'on a aménagé le territoire en dépit du bon sens, on a dévitalisé des centres-villes, des commerces dans des centres-villes, pour emmener des gens en voiture dans des zones d'activité commerciale. On voit bien que là, on a un peu déconné quand même sur la gestion du foncier, sachant que le foncier est rare, et donc il faut en optimiser sa valeur. Donc moi, ce que je dis, c'est que, alors c'est pas 0,0, d'ailleurs, zéro artificialisation nette, c'est la somme de ce qu'on reconverti pour de l'activité et ce qu'on peut détruire. Donc à la fin, il faut que tout ça soit phase zéro en 2050. En plus, on a le temps. Mais en tout cas, il faut vraiment éduquer les collectivités. Et c'est très compliqué, parce qu'elles y voient... c'est un peu leur seul levier de développement et de ressources aussi, parce qu'il y a de la fiscalité associée à l'aménagement, etc. Donc il faut repenser un peu les schémas d'aménagement. Et on a des outils pour ça, on a fait des expérimentations avec plein de collectivités là-dessus, sur comment intégrer dans les PLU, dans les SCOT, les enjeux de sobriété foncière. C'est possible, et il faut vraiment s'attacher aux friches. Je vous remercie aussi pour votre intervention et votre conférence. Et du coup, ma question concerne plutôt la fin de votre présentation sur décarbonation de l'industrie lourde. Du coup, ma question, c'est un peu sur toutes ces industries-là. Mais notamment, il y a un projet de décarbonation de l'acier dans les pays du Nord. Je ne sais plus si c'est la Norvège ou la Suède. Mais donc, c'est une décarbonation quasiment totale, avec du coup l'utilisation de l'hydrogène décarboné et stockage de carbone en plus dans le sol.
Et du coup, ça fait un acier totalement décarboné et intéressant. Mais à quel point ces solutions ne sont pas juste hyper locales et pas du tout applicables à grande échelle? Et du coup, dans quelle mesure c'est possible de décarboner l'industrie lourde sans une extrême sobriété, j'ai envie de dire? Voilà, c'est ma question. Comment c'est alliable un peu? C'est un super exemple, hein, parce qu'effectivement, là, ils vont vraiment faire de l'acier vierge décarboné. Et c'était le projet initial qu'on avait pour ArcelorMittal à Dunkerque. Et il faut bien voir, ArcelorMittal à Dunkerque, c'est une des plus grosses usines au monde d'acier. Donc c'est à très très grande échelle. Donc pour nous, c'était une preuve de concept exceptionnelle de pouvoir faire, donc de passer du charbon à l'hydrogène décarboné pour décarboner le DRI. Finalement, ce n'est pas la solution technique qui a été retenue, parce qu'à cette échelle-là, ça a paru très compliqué. Après, il faut bien voir que les acéries, l'ArcelorMittal, en fait, il a des acéries aux quatre coins du monde, et il met en compétition, finalement, tous ses actifs, toutes ses usines. Et à la fin, la question, c'est peut-être que là, dans le Nord, ils ont de l'énergie décarbonée pas chère, c'est peut-être là que je vais aller faire de l'acier décarboné qui permettra d'adresser les marchés qui me le demandent. Dans d'autres zones du monde, finalement, l'acier décarboné n'aura pas de demande, donc je peux continuer au charbon. Et puis en France, il a trouvé une autre solution un peu intermédiaire où il ne va pas faire de l'acier vierge décarboné, mais il va utiliser toutes les ferrailles en gros de France, et ce qui est très bien, parce que plutôt que de les exporter aux quatre coins du monde, elles seront recyclées dans le four électrique là, pour refaire de l'acier recyclé décarboné. Mais voilà, donc c'est quand même, il y a toujours en plus ce chantage un peu à la délocalisation, hein, parce que tous les sites sont en compétition. Alors la bonne nouvelle à Dunkerque, hein, c'est qu'il n'y a plus que ArcelorMittal, il y a plein d'autres industriels qui s'installent, donc le rapport de force aussi avec ArcelorMittal est en train de changer. Ouais, il est 20h30, donc on va... Ouais, bravo d'être resté jusqu'à cette heure Une dernière tardive. question. Et après, si vous ne voyez pas d'inconvénient... Ah ouais, je vous Allô remets, hein. Enfin, Oui. en tout cas, si des gens veulent partir, n'hésitez pas. Hein. Non, mais je sens qu'il y en a qui décrochent un peu. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Non, mais là, on est en hypoglycémie. Hein. Moi, j'ai plus une question sur le rôle de l'ADEME en tant qu'opérateur de l'État. Donc, avec toutes les politiques d'austérité qui essayaient d'être passées par les politiques de droite et d'extrême droite au début d'année, sur des possibles fusions avec le CEREMA ou l'OFB, comment l'ADEME pourrait composer et continuer le combat contre la transition écologique, enfin pour la transition écologique, avec des gouvernements qui seraient plus d'extrême droite, en tout cas plus trumpistes, je dirais. Donc, de toute façon, c'est très clair. Le RN et même Wauquiez, ils ont annoncé, s'ils arrivent au pouvoir, ils ferment l'ADEME. On serait le bouc émissaire, on serait un peu symboliquement, ils marqueraient comme ça une sorte de guerre culturelle contre l'écologie qu'ils veulent associer aux gauchos. Bon, vous avez vu que je n'étais pas un gaucho fondamentalement. Et pourtant, je combats pour l'écologie depuis 15-20 ans. Donc là, clairement, c'est une menace. Alors après, sur les sujets de fusion, tout ça, c'est un peu écarté. Nous, on n'est qu'une forme aujourd'hui de l'action publique pour l'écologie. Après, c'est pas figé. Enfin, si l'État a une nouvelle stratégie, la politique publique, elle peut survivre à l'ADEME. Nous, on est juste un outil. Et après, dans le cadre des règles du jeu et de cette organisation-là, on essaye d'être le plus efficace possible, de pousser tous les curseurs et même de sensibilisation du public. On a cette mission-là aussi, hein, un peu d'évangélisation, mais en tout cas de sensibilisation du public. Et s'ils nous ferment, ils nous ferment, hein, mais j'irai faire de l'écologie ailleurs. Bien, merci pour ces échanges. Merci pour l'invitation. Et puis, bonne chance à vous.